Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, émission spéciale ce dimanche. L'Hebdo Politique est en déplacement au Parlement européen de Strasbourg pour nous accompagner pendant un peu plus de 30 minutes. Guillaume Balas, eurodéputé socialiste d'Île-de-France. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Guillaume Balas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 30 août 1972, vous avez donc 42 ans, initialement professeur d'histoire-géographie. Vous étiez dès votre plus jeune âge un militant syndicaliste et politique. Conseiller régional depuis 2004, vous avez pris en 2010 la tête du groupe socialiste au sein du Conseil régional d'Île-de-France, une région sur laquelle vous serez investi en deuxième position lors des européennes de mai dernier. Cela vous permettra d'être élu eurodéputé. Vous êtes également secrétaire général d'Un Monde d'Avance, une composante du Parti socialiste située à son aile gauche. Cela fait-il de vous un frondeur comme on peut les connaître à l'Assemblée nationale ? Le terme maintenant a été adopté, même si au départ nous le contestions, notamment pour ses références historiques qui ne sont pas les nôtres. Mais oui, j'assume le terme, c'est-à-dire l'idée qu'un collectif rappelle ce qu'ont été les engagements de la gauche et de son candidat François Hollande pendant les élections de 2012 et que ça doit être notre ligne de conduite, notre programme et notre projet. Et donc si c'est ça les frondeurs, j'en suis. Avec vous, nous parlerons de la situation de la Grèce et du plan Juncker, mais avant c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. On commence donc cette émission avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides pour mieux connaître votre regard sur l'actualité. En Europe, le taux d'emploi des femmes s'élève à 63%. L'écart de rémunération entre hommes et femmes atteint 16,4%. En fait-on assez aujourd'hui en Europe pour lutter contre les inégalités hommes-femmes selon vous ? Non, on vient de voter le rapport de Marc Tarabella en séance, qui est un député belge socialiste, qui est excellent. Et il faut maintenant que tout cela s'applique. Il y a plusieurs sujets. Je crois que la France notamment montre l'exemple avec les structures d'accompagnement des très jeunes, ce qui permet aux femmes de s'insérer dans la vie professionnelle et ce qui permet d'ailleurs de faire des enfants. Et par ailleurs, il y a évidemment le scandale de l'écart de rémunération et c'est pour ça que nous nous battons pour que les congés maternité au niveau européen soient harmonisés dans le bon sens. La Cour de cassation considère que le portable professionnel est un outil de travail. Un patron a donc le droit de lire vos SMS. Est-ce que vous trouvez que ça juste ou pour vous, s'agit-il quand même d'une atteinte à la vie privée ? Alors, c'est totalement stupide. Je veux dire, si un salarié utilise son téléphone portable d'abord pour des raisons privées, ça se voit très vite et un rappel à l'ordre peut être fait. Mais aller faire de l'inquisition sur les SMS privés, on rentre là, j'allais dire, dans quelque chose d'inutile et de dangereux. François Hollande s'est récemment fait accompagner par Marion Cotillard et Mélanie Laurent lors d'un voyage officiel aux Philippines sur le thème de l'écologie, notamment l'environnement. Cette pipolisation vous agace-t-elle ou peut-elle être bénéfique à l'environnement et à l'écologie ? Tout le monde le fait, donc je n'ai pas de jugement particulier, mais il est certain que je pense que le travail de Nicolas Hulot est bien plus efficace auprès du président que celui de Marion Cotillard. Mais enfin, si ça parle plus aux étrangers, Marion Cotillard, tant mieux. Mais le vrai débat n'est pas là. C'est évidemment les négociations qui font cours en ce moment, à côté de ces visites, pour assurer la réussite de la COP21 qu'il y aura en fin d'année en France. Pour passer une bonne soirée, vous préférez inviter Benoît Hamon, député des Yvelines, Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d'Île-de-France, ou Henri Emmanuelli, qui, on le rappelle pour les plus jeunes, est député, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier secrétaire du PSE. L'avantage, c'est que les trois sont extrêmement drôles dans le privé, donc je ne sais pas lequel je choisirais. En fait, je crois que je ferai 3 parties dans la soirée. Entrée, plat, dessert. Je commencerai avec Jean-Paul, comme ça il pourra aller se coucher un peu plus tôt. Ensuite, Henri, et je pense que je terminerai avec Benoît, qui sans doute durera un peu plus dans la nuit, un bon repas. Son âge ressemble plus au mien. Quel est le sport préféré des Français, le savez-vous ? Le jogging peut-être ou le football, je ne sais pas. C'est le football qui est le sport préféré des Français devant le tennis et le rugby d'après un baromètre Ipsos. Selon un sondage OpinionWay, la moitié des Français dit avoir déjà été confrontés sur Internet à des propos racistes. L'anonymat sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment danger ou liberté selon vous ? Alors écoutez, de ce point de vue, moi je ne fais pas partie des ultra-libertaires. Je pense qu'il y a un moment où la puissance publique doit intervenir. Nous le faisons pour ce qui est de la presse, nous le faisons pour ce qui est de la radio, nous le faisons pour ce qui sont des propos publics
publics et parfois même des propos privés, il n'y a pas de raison que le net y échappe. Eurodéputé, vous êtes membre de la délégation pour les relations avec l'Irak. La montée en puissance de Daesh, l'État islamique, vous semble-t-elle enrayable aujourd'hui ? C'est une question extrêmement lourde, je ne sais pas si on peut répondre Ouais. en quelques secondes. Mais oui, elle est enrayable. Maintenant, est-elle enrayée ? C'est une question très lourde et qui notamment pose la question à l'Europe de ses relations avec certains pays du Moyen-Orient. L'hebdo politique sur Sensation. Dans la première partie de cet hebdo politique réalisé au Parlement européen de Strasbourg, nous allons aborder l'actualité autour de la Grèce et la situation financière et économique du pays monopolise l'attention de l'ensemble des dirigeants européens depuis la victoire de Syriza, le parti de la gauche radicale aux élections législatives du 25 janvier dernier. Cette victoire en France a été évidemment saluée par l'ensemble des représentants du Front de gauche, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Vous-même, Guillaume Balas, membre du Parti socialiste, vous souteniez Syriza dans la dernière ligne droite de la campagne. Pourquoi plutôt Syriza que le PASOK, le Parti socialiste grec, qui est votre allié naturel ? En fait, ce que j'ai soutenu et ce que j'ai dit, c'est que la gauche, dont les socialistes français, devait soutenir la gauche en Grèce. Et que je constatais que dans la dernière ligne droite, la gauche qui pouvait gagner en Grèce, c'était Syriza. Que j'espérais d'ailleurs qu'il y ait une coalition de gauche à l'issue qui n'a pas été possible de ces élections. Et qu'il ne fallait pas se tromper de camp. Et que quand on a à choisir entre les conservateurs européens et Syriza, même si on peut avoir des désaccords avec Syriza, je suis cohérent avec moi-même. Moi, j'appelle un vaste rassemblement des écologistes, des communistes, du Front de gauche et des socialistes en France. Je pense qu'il faut faire la même chose en Europe. François Hollande et le Parti socialiste devraient-ils s'inspirer du Premier ministre grec Alexis Tsipras et de son parti Syriza ? Ça n'a pas vraiment de sens parce que nos situations sont complètement différentes. Nous sommes le deuxième pays de l'Union en termes de PIB alors que c'est 2% du PIB pour la Grèce. Donc nos situations n'ont rien à voir. En revanche, l'idée qu'aujourd'hui nous devons réorienter l'Europe profondément, c'est une promesse qui n'a pas été faite simplement par Alexis Tsipras mais qui a été faite par les socialistes français et par François Hollande pendant la campagne électorale et que nous devons mettre en œuvre et nous ne la mettons pas assez en œuvre aujourd'hui. Quel regard vous portez sur les négociations actuelles entre la Grèce et ses créanciers européens à propos de l'aide financière qui doit être débloquée et les contreparties exigées ? C'est très simple. Si c'est une vraie négociation avec de la bonne foi du côté notamment des autorités européennes qui est réellement de garder la Grèce dans l'euro, de faire en sorte que son économie puisse remonter la pente et se développer, alors il faut que la Grèce et le gouvernement grec le comprennent et qu'il y ait une forme de gentleman agreement dans la manière de procéder. En revanche, ce qui serait très dommageable, et on peut être inquiet, c'est qu'il y a une tendance d'une partie des autorités européennes de mettre Syriza à genoux et notamment que Syriza se déjuge par rapport à ses électeurs et que ça c'est l'objectif en réalité recherché. Je ne pense pas que ça soit le cas de la France, mais j'ai peur que du côté notamment de certains faucons du nord de l'Europe, oui, il y a cette idée que Syriza doit être décrédibilisé pour empêcher notamment la victoire de la gauche en Espagne ou au Portugal. Et de ce point de vue-là, j'aimerais bien que nous Français ne soyons pas naïfs face à cette situation. Le temps presse, en tout cas. La dernière tranche d'aide de 7 milliards d'euros n'a toujours pas été débloquée. La Grèce doit rembourser, rien que pour le mois de mars, 6 milliards d'euros à ses créanciers. Selon vous, le temps joue-t-il en faveur d'une des parties ? Est-ce que quelqu'un a intérêt à laisser traîner les négociations ? Le problème est simple, c'est que si jamais l'Europe laisse traîner ces négociations, c'est un jeu de poker menteur qui est de savoir jusqu'où Syriza irait. C'est très dangereux parce qu'à un moment, le peuple grec peut avoir l'idée que finalement l'Union européenne n'est plus son destin et que d'autres seraient prêts à l'accompagner, comme par exemple la Russie. Je ne le souhaite absolument pas. Et donc j'espère que l'Union européenne n'ira pas jusqu'à cette folie. J'entends des propos inquiétants chez certains à Berlin. Ça n'est pas encore les propos de Mme Merkel. J'espère que ça n'est pas sa pensée. Les mesures proposées pour le moment par la Grèce, taxer les jeux en ligne, lutter activement contre l'évasion fiscale ou encore la formation de patrouilles citoyennes pour aller chasser les fraudeurs à la TVA dans les zones touristiques, ces mesures sont-elles bonnes et vont-elles assez loin, vont-elles dans le bon sens ? Vous n'en prenez qu'une partie parce que la réalité c'est par exemple mettre en place un cadastre, c'est réellement faire une réforme fiscale d'ampleur, c'est permettre enfin à ce que l'État grec ne soit plus sous influence d'une partitocratie qui l'a détruit et soit aussi autonome par rapport à des banques et notamment étrangères, notamment françaises ou allemandes, qui l'ont mise sous le boisseau et qui ont été d'une hypocrisie sans nom. Donc je pense que le programme aujourd'hui d'Alexis Tsipras, pour ce qui est de la réforme de l'État grec, peut convenir à l'Union européenne et à son intérêt général.
Vous avez signé récemment une tribune en compagnie de 11 autres députés européens dans lequel vous appelez l'Europe à plus de solidarité envers la Grèce. L'Europe ne se montre pas assez compréhensive, selon vous, avec les Grecs ? J'ai envie de dire, vous avez déjà répondu à la question, mais je vous repose la question. Je crois que l'Europe, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une Les partie dirigeants, aujourd'hui des les dirigeants décideurs. européens qui comprend bien qu'il faut aider la Grèce à rester dans l'Union européenne et qu'on n'a pas intérêt à mettre sous l'eau le gouvernement de M. Tsipras. Je pense que certains ne comprennent pas aujourd'hui l'intérêt à long terme de l'Union européenne et pourraient vouloir jouer avec le feu ou alors considérer que l'Union européenne finalement est une page à tourner et qu'il suffirait que certains pays mainstream aujourd'hui s'unissent tranquillement autour d'une nouvelle zone qui serait une zone marque améliorée autour de l'Allemagne et que finalement l'Europe, eh bien ça suffirait bien à être ça. Et évidemment ce n'est pas le destin que nous on veut pour l'Europe et nous combattrons pour faire en sorte que cela n'arrive pas. Qui a le plus d'efforts à faire selon vous, la Grèce ou les dirigeants, les autres pays européens, les partenaires, les 27 autres ? On est là dans une vaste hypocrisie. La Grèce fait énormément d'efforts depuis 2008. Le salarié grec a vu ses revenus s'effondrer. Il y a des gens qui quand même n'ont plus du tout de protection sociale. 30% de la population notamment n'a pas de protection médicale, hein, je le rappelle. Il y a un exode massif aussi des jeunes Grecs. Donc dire que la Grèce n'a pas fait d'efforts et qu'elle doit continuer à en faire parce qu'elle n'en a pas fait assez est une vision théorique qui ne repose sur aucune analyse sérieuse de où en est la société grecque aujourd'hui. On a évoqué la question de l'Allemagne il y a quelques secondes. Que dites-vous à ces dirigeants, notamment des pays du Nord, qui disent on veut bien continuer à vous prêter de l'argent, mais il faut finalement que vous fassiez des réformes et vite. Est-ce que finalement c'est pas logique que les gens qui prêtent de l'argent soient exigeants ? Oui, mais le problème, c'est que d'abord, il faut se regarder nous-mêmes. Nous n'avons pas été très exigeants quand, avant 2008 et avant 2010 notamment, nous prêtions de l'argent à la Grèce et nous avons même aidé au maquillage des comptes, je tiens à le rappeler, de la Grèce à l'époque. Donc aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est pas que nous soyons exigeants sur le fait que quand nous prêtons de l'argent, nous voulons qu'il soit remboursé ou en tout cas qu'une partie soit remboursée. Ce qui me gêne, c'est que nous voudrions imposer un modèle de société à travers ces prêts et notamment un modèle néolibéral. Et c'est pour cela que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas le pragmatisme d'un côté et l'idéologie de l'autre. Non. Il y a bien une idéologie du côté des faucons européens aujourd'hui qui veulent imposer le néolibéralisme à travers la crise. Et ça, c'est insupportable. Alors, on rappelle que la situation de la Grèce est toujours aussi compliquée, alarmante. La dette publique est de 320 milliards d'euros. Elle représente plus de 175% de son PIB. À terme, pensez-vous qu'il faudra, quoi qu'il arrive, purement et simplement annuler une partie de la dette grecque ou sa totalité ? Mais ça ne concerne pas que la Grèce. Aujourd'hui, la vaste hypocrisie sur laquelle repose le débat de l'Union européenne, au moins à tout le c'est il ne faut pas annuler les dettes. Pourquoi ? Parce qu'autrement, les investisseurs n'ont plus confiance. Or, tout le monde sait, vous prenez un économiste ultralibéral ou un économiste contestataire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les dettes en Europe ne seront pas payées à terme. Et ça commence par la dette grecque, mais ça concerne d'autres pays et sans doute la France aussi. Donc il faudra bien un jour regarder la réalité en face si on veut sortir l'Europe de la situation de marasme dans laquelle elle est. Et la sortie de la Grèce de l'Europe, est-ce que c'est quelque chose de sérieux aujourd'hui ou c'est une menace qu'on fait planer pour accélérer les... De l'Europe, j'en sais rien. De l'euro, sans doute que certains y pensent. Et il faut faire extrêmement attention parce que ça voudrait dire que de manière définitive, l'euro est irréformable, que ça reste une zone monétaire sans contrepoids politique, qu'il n'y a pas de redistribution des richesses à travers le territoire. Et alors attention, parce que oui, un jour, de nombreux peuples pourront dire finalement, on n'a plus intérêt à l'euro, il vaut mieux une monnaie qu'on puisse dévaluer, donc une monnaie nationale. Et ça serait un sérieux coup porté à l'Union européenne. Je reste très favorable à l'euro, mais l'euro ne pourra survivre qu'à partir du moment où il se réforme en profondeur. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de troïka, mais d'institution. C'était le souhait d'Alexis Tsipras. Est-ce que c'est important ça ? Est-ce que ça joue véritablement dans des malheureusement, je pense que malheureusement la réalité c'est qu'il a dû accepter que la Troïka joue un rôle encore majeur parce qu'il n'avait pas le choix d'un point de vue financier et donc c'est simplement une ruse langagière qui ne peut pas masquer cette réalité-là. Maintenant, j'ai assez confiance dans le gouvernement grec pour pouvoir jouer une partition, j'allais dire, de négociations sur le long terme qui soit un peu plus favorables, mais il faut que d'autres pays les aident et en premier lieu évidemment la deuxième économie de l'Union qui est la France. Est-ce que votre ennemi à vous c'est la finance ? C'est une question le pouvoir excessif aujourd'hui des milieux financiers qui devient un pouvoir politique, c'est-à-dire qui impose au peuple des sociétés dont ils ne veulent pas, contre d'ailleurs les vœux démocratiques exprimés par les élections, ça bien sûr que c'est mon ennemi, c'est même mon ennemi numéro 1 aujourd'hui.
Quand le ministre grec de la Défense menace l'Europe de l'inonder de migrants et plus particulièrement l'Allemagne et qu'il ajoute, je cite, « Tant mieux si parmi les migrants se trouvent des djihadistes de l'État islamique », ça vous inspire quoi ? C'est une technique de négociation comme une autre ou... Non, je pense que c'est un très mauvais argument et qu'il y en aurait bien d'autres à utiliser. Guillaume Balas, c'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler du plan Juncker, ce plan d'investissement européen de 315 milliards d'euros. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Guillaume Balas, eurodéputé socialiste d'Île-de-France. Nous allons parler maintenant du plan Juncker. Le plan Juncker, du nom, vous l'aurez compris, du président de la Commission européenne, c'est un plan d'investissement qui doit permettre de financer de grands projets et d'injecter dans l'économie européenne 315 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. Ce plan a été annoncé très rapidement après les élections européennes. Est-ce que c'est un élément qui vous a, vous, rassuré quant aux ambitions de la Commission et de son président pour la mandature ? Je crois qu'il exprime une réalité, c'est que, y compris parmi les dirigeants qui sont les plus orthodoxes du point de vue économique, il y a eu une prise de conscience que le modèle de sortie de crise qui était celui imposé depuis 2008, notamment par l'Allemagne et ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, enfin en gros les libéraux, ça ne marchait pas. Et donc du coup, y compris dans cette frange-là, un certain nombre se sont dit qu'il fallait faire autrement à travers 2 leviers, la BCE et la politique monétaire, qui a changé, on l'a vu, et d'autre part, renouer avec l'investissement. Et de là est née l'idée de ce plan Juncker qui reste très fortement à concrétiser. Alors, vous n'aviez pas voté la confiance à la commission Juncker il y a quelques mois. Cela a-t-il un lien avec ce plan ou pas du tout ? Non, j'allais dire que s'il y avait un élément pour lequel j'aurais pu voter pour la commission Juncker, c'était l'annonce de ce plan, même si aujourd'hui je suis très circonspect sur sa réalisation. On y reviendra dans le détail. Non, ce qui ne m'a pas fait voter pour la commission Juncker, c'était que l'équilibre politique global est un équilibre qui est totalement en défaveur de la réalité de la représentation politique aujourd'hui de l'Union, et où la gauche n'était pas assez représentée, et qu'un certain nombre de commissaires sont les représentants de l'orthodoxie libérale la plus pure au sein de l'Union, ou alors carrément de régimes complètement inacceptables. Je pense évidemment aux représentants du gouvernement hongrois qui s'occupent notamment de culture, ce qui est quand même assez incroyable. Alors concrètement, l'Europe ne va pas sortir 315 milliards d'euros de sa poche, elle ne financera que 21 milliards d'euros via un nouveau fonds et la Banque européenne d'investissement. Et la Commission espère que cette somme engendrera un investissement public et privé de 315 milliards d'euros. C'est ce que l'on appelle dans le jargon un effet de levier. Vous y croyez-vous à cette somme ou elle est trop optimiste ? En tout cas, la technique mise en place pour la lever. Le problème, c'est que beaucoup d'économistes disent qu'il y a un effet levier global, c'est-à-dire entre la somme de départ et la somme d'arrivée qui est de 1 à 15. Ouais. Ça paraît en effet extrêmement ambitieux. Quand on regarde dans le détail, c'est un petit peu différent. Il y a un palier intermédiaire. Donc je ne sais pas si aujourd'hui la technique est la meilleure. Ce que je constate, c'est que de toute façon l'Union ne sait pas faire autrement que de mettre aussi peu d'argent au départ. Donc il faut qu'on puisse agrémenter ensuite ce fonds, et de ce point de vue-là, il faut pouvoir autoriser les États à cofinancer notamment les projets qui vont être établis. Et je regrette très fortement que les États qui sont les plus en difficulté ne pourront pas en réalité cofinancer les projets. Ils en seront interdits par les règles européennes car ils ont une dette excessive, et donc on leur interdira ce cofinancement. Ils pourront abonder le fonds pour faire en sorte qu'ils grossissent, mais quand il y aura des projets chez eux, ils ne pourront pas les cofinancer. Autrement, les cofinancements qu'ils intégreront seront comptabilisés dans l'Union européenne dans le déficit. Et j'aimerais qu'il y ait des progrès sur ce sujet, parce que ça veut dire qu'autrement, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie... La France également ? La France, l'Italie ne pourront pas cofinancer le projet, alors que c'est sans doute là, dans la zone sud, où les investissements manquent le plus. Qui pourra cofinancer finalement ? Uniquement l'Allemagne ? Oui, alors c'est pas plus mal pour l'Allemagne qui est en manque de financement public important, on le sait, dans le domaine des investissements. Néanmoins, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, interdire les investissements dans un pays comme l'Espagne ou dans un pays comme la Grèce, c'était évidemment un contresens. Alors pour nos éditeurs et pour nous, citoyens, 315 milliards d'euros, ça paraît forcément énorme. Mais certains économistes disent déjà que ce n'est pas assez. L'Europe aurait besoin de beaucoup plus. Vous en pensez quoi, vous ? Oui, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, le manque d'investissement va bien au-delà. 315 milliards, c'est une goutte d'eau par rapport au PIB de l'Union, on le sait. Néanmoins, ça a le mérite d'exister. Donc il faut tirer le fil. Selon la Commission européenne, le montant des investissements en Europe est inférieur actuellement de 15% par rapport à 2007. Vous, en tant qu'eurodéputé, sur quoi précisément vous insisterez à propos de ce plan ? Sur quoi vous ferez particulièrement attention ?
Alors moi je crois qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut faire très attention. D'abord, il ne faut pas qu'on collationne des projets déjà existants et qu'on les habille du label Plan Juncker pour faire croire que quelque chose change. Parce qu'en fait, ces projets auraient déjà été financés et réalisés. Donc il faut que ça soit des projets nouveaux. Bon, il y en a, on commence, oui, alors le Lyon-Turin par exemple. Bon. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un ciblage notamment vers l'avenir. Et je pense évidemment au numérique, mais surtout à tout ce qui est transition écologique. Et dans le domaine de la transition écologique, tout ce qui est transition énergétique. Car on sait que c'est fortement créateur d'emplois non délocalisables, et que par ailleurs, c'est quelque chose d'absolument essentiel si on veut assurer notre autonomie énergétique, dont notre autonomie politique. Et on parlait tout à l'heure du Moyen-Orient, je crois qu'il y a urgence. C'est ça justement les domaines sur lesquels il faut insister, c'est la question que j'allais vous poser juste après, c'est le domaine énergétique, tout ce qui est attrait à l'environnement, l'écologie. Oui, je crois que c'est absolument fondamental. Moi je ne crois pas qu'on puisse rester dans le capitalisme productiviste tel qu'il est, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera plus. Une espèce de course de vitesse absurde qui s'est engagée pour aller chercher les dernières ressources de la planète et polluer définitivement. Ça ne peut pas marcher avec le nombre d'habitants qu'on aura dans quelques années, où on sera autour de 11 milliards, on le sait. C'est impossible au niveau planétaire. L'Europe doit prendre un temps d'avance et créer l'économie de demain qui se base sur la transition écologique. Alors les 28 pays de l'Union européenne ont déposé 2000 projets d'une valeur pour l'instant de 1300 milliards d'euros. Et parmi les projets évoqués dans notre région, une liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express ou encore le projet de métro Grand Paris Express. La France a récemment déclaré qu'elle souhaitait participer à hauteur de 8 milliards d'euros, c'est ce qu'a dit François Hollande. C'est une somme suffisante pour un pays comme la France ? Écoutez, on a aujourd'hui une procédure de surveillance budgétaire très forte, donc on fait un petit peu ce qu'on peut. C'est là où se pose le problème, c'est que peut-être que ce sont les règles européennes aujourd'hui budgétaires qui sont absurdes et qui enferment un petit peu la France dans un sous-investissement dans le plan Juncker. Mais c'est aussi la qualité des projets qu'il faut regarder, parce que autant le grand métro circulaire, qu'on appelle le Grand Paris Express, est quelque chose de tout à fait souhaitable et qui va dans le sens de la transition écologique. Honnêtement, le Charles de Gaulle Express, qui sera une ligne à grande vitesse entre Charles de Gaulle et Paris pour les hommes d'affaires, je ne sais pas si c'est aujourd'hui une nécessité première de la population. Est-ce que vous avez ciblé des projets prioritaires pour la France ? Non, pas de projet précis, c'est pas l'objet de mon travail, mais en revanche, et encore une fois, tout ce qui est de l'ordre du financement de la transition énergétique, notamment dans le bâti, et on le sait, de la rénovation thermique, qui est un enjeu absolument fondamental, je crois n'existe pas assez aujourd'hui dans les projets qui sont proposés. L'Allemagne a de son côté proposé 15 milliards d'euros, l'Italie 8 et l'Espagne 1,5 milliard d'euros pour l'instant. Ce plan Juncker peut-il être perçu comme, on va dire, le grand tournant tant attendu par une partie de la gauche et donc par vous vers la fin de la rigueur et de l'austérité ? Est-ce que c'est le tournant qu'on attendait ? De toute manière, c'est ça qui est absurde. C'est un virage pour rien. C'est que l'austérité aujourd'hui est morte. La réalité, c'est que plus personne ne respecte les règles parce qu'on ne peut plus les respecter. Et on voit même qu'en Allemagne, il y a un changement, sans le dire, de politique économique qui est en train d'advenir. Donc au lieu de garder des règles qui sont des règles austéritaires pour un temps qui est nouveau, il vaudrait mieux adapter aujourd'hui ce qu'est la politique macroéconomique européenne à la réalité qui est devant elle. Peut-on parler aujourd'hui d'un plan de la dernière chance pour redonner de l'espoir aux gens, croire au projet européen et finalement couper l'herbe sous le pied des plus eurosceptiques avant qu'ils prennent politiquement le pouvoir ? Ce qui me gêne dans cette idée, c'est la dernière chance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais ça n'est pas suffisant ou même que ça rate, alors il n'y a plus rien. Non, je ne crois absolument pas à ça. Jean-Claude Juncker avait dit ça quand il avait pris la tête de la Commission. Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Je pense qu'il est toujours extrêmement dangereux de dire c'est la dernière fois, la dernière chance. L'histoire, ça n'est pas ça. L'histoire politique, sûrement pas. Et donc, il faut se battre pour que ce plan réussisse au mieux. Mais ce n'est qu'une pierre dans le chemin de la réorientation européenne. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique spécial réalisé au Parlement européen de Strasbourg. Merci à Jürgen pour la technique. Merci à Guillaume Ballas d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes député européen pour la région Île-de-France et que vous appartenez au Parti socialiste. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne fin de dimanche à tous et bonne semaine.